Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Les femmes au cœur de tout, et si la clé d'un nouvel équilibre résidait dans la manière dont hommes et femmes se réconcilient. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito. Aujourd'hui, on plonge dans une discussion essentielle sur les relations entre hommes et femmes avec une voix singulière, celle de Samuel. Bonjour Samuel et bienvenue au micro du clito. Bonjour Céline. Samuel, dans ta pratique professionnelle, tu accompagnes des femmes sur leur chemin de réconciliation, de pacification avec le masculin, souvent après des expériences qu'elles ont vécues qui sont douloureuses. Parmi les sujets qui te tiennent à cœur, il y a l'acceptation de soi au-delà des tabous et des conventions sociétales. Et ça tombe bien parce que dans cet épisode, on va aller explorer, je vais y arriver, ta vision d'homme et de père sur l'évolution de la relation homme-femme. On va parler peut-être aussi un peu d'égalité dans l'intimité et puis de la place de l'homme face à tous ces mouvements féministes qu'il peut y avoir. Mais il n'y a pas que le féminisme, il y a aussi le masculinisme qui peut être questionné. Alors, est-ce que tu es prêt pour les questions, Samuel? Je suis ravi. Nom d'un clito. Interview. Let's go. Je disais dans l'introduction que toi, tu accompagnes des femmes à se pacifier à leur relation au masculin. Mais dans les coulisses, tu m'expliquais aussi que toi, dans ton histoire, tu as vécu quand même vraiment dans un environnement très, très féminin, voire, entre guillemets, féministe, sous-jacent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de où tu pars dans tes relations homme-femme, Samuel? J'ai grandi en fait principalement déjà avec ma mère, mais mes parents sont séparés, j'avais 1 an. Tu vois, pour déjà poser les bases. Et en plus la séparation a été très longue parce que mes parents sont séparés quand j'habitais en Inde et mon père en fait est rentré en France pour essayer de faire de l'argent parce qu'il trouvait que matériellement on n'arrivait pas à vivre assez là-bas. Puis il avait aussi ses complications, tu vois, c'était quand même je pense une fuite. Et du coup, ça a marqué la dernière séparation avec mes parents parce que ça a pas été, c'était pas la première. Donc déjà voilà, on voit que la figure paternelle Mhm. est partie dans ses insécurités, tu vois, très très tôt. Je suis rentré en France avec ma mère et ma sœur à mes 3 ans. On devait rentrer que pour des vacances et moi je pense que clairement j'aurais préféré rester vivre en Inde. Et euh, et les choses ont fait qu'on est resté en France. Notamment, ma mère a pensé que c'était mieux pour la proximité avec mon père, parce que ma sœur était très en demande de mon père. Et je l'ai vu apparemment jusqu'à mes 8 ans. On le voyait sur des week-ends ou autres. Euh, Là, il y a beaucoup de choses que je me rappelle pas, tu vois, mais il y a déjà pas mal de choses qui se sont posées. Apparemment, il y a des week-ends où il venait chercher moi et Mhm. ma sœur et repartait qu'avec ma sœur. Je te laisse imaginer Mhm. le trauma et le sentiment de rejet de l'enfant. Hum. Et à mes 8 ans, il a coupé les ponts, j'ai pas trop su pourquoi. Et du coup, je me suis retrouvé à grandir avec ma mère. J'ai mon grand-père, je voyais du coup plus ma famille maternelle, donc j'ai mon grand-père maternel et mon arrière-grand-père maternel qui avaient Mhm. pas loin du même âge parce que mes grands-parents avaient 20 ans d'écart. Donc l'âge de mon grand-père était pas si éloigné de l'âge de mon arrière-grand-père. Et dans l'adolescence, ils sont quelques années après, ils sont
sur 1 ou 2 ans d'intervalle, ils sont morts. Donc je me suis retrouvé à grandir au milieu de ma sœur, au milieu de ma mère, au milieu de ma grand-mère, au milieu de mon arrière-grand-mère, avec un héritage pas toujours évident. Mon arrière-grand-père était gendarme. Je reprends jamais à ça, mais quand je vois mon rapport à l'autorité, je rigole. Et apparemment était violent avec mon arrière-grand-mère à une certaine époque, pas à l'époque où je les ai connus, je pense. Euh, Ma grand-mère était une chouette Mhm. grand-mère, mais en tant que mère, j'aurais jamais voulu la voir quand je vois ce que ma mère a vécu. Au niveau de l'empathie, voilà. Puis elle avait pas la langue dans sa poche. Ma grand-mère, pour moi, c'était une bourge punk. Euh, Elle s'habillait de la haute, elle avait un tapis pour les franges chez elle, fallait pas faire de poussière. Et à côté de ça, elle fumait 2 paquets de cigarettes par jour, elle buvait sa bière à 16 heures et elle roulait à 150 km sur les routes. Faut dire le personnage, tu vois. Et en même temps, c'est aussi elle qui m'a amené, je dirais, la tendresse. J'ai plus de souvenirs d'elle qui me papouillait que de ma mère, tu vois. Ma mère, à un moment donné, il y a une cassure, je sais pas quand, mais voilà. Euh, et à côté de ça, bah, j'ai voilà grandi après avec ma mère qui à un moment donné s'était retrouvé un gars à une époque quand j'étais tout petit, puis finalement ça l'a pas fait, puis finalement elle a jamais retrouvé d'homme. Mhm. Donc j'ai été Mhm. entre guillemets l'homme de sa vie, un gros poids sur les épaules. Euh, et à côté de ça, voilà, quand j'ai appris des choses sur la lignée paternelle, que mon père avait été abusé maintes et maintes fois par son Mhm. père, que lui-même avait pas été clean sur des trucs, tu vois. Enfin voilà, donc j'ai grandi vraiment au milieu de tout ça, entre, je dirais dans un terrain miné entre les hommes et les femmes, et avec beaucoup de choses non résolues, et du coup avec un héritage qui m'appartenait pas. Tu vois, moi j'ai eu l'impression vraiment de pas être vu dans qui j'étais. Au niveau de ma mère, tu vois, dans mes colères, dans mes trucs, j'étais vu comme mon père. Et moi, c'était double peine parce que d'une, je suis pas vu, et de deux, putain, lui, il est pas là. Et d'une, moi, je paye de sa non-présence. Et en plus, j'en paye 2 fois le prix parce que je le paye face à toi et je le paye parce que moi, j'ai pas accès à lui, tu vois. Samuel, comment tu t'es positionné après, plus tard? Forcément, tu as eu les épisodes petit garçon, ado. Il y a eu beaucoup de conditionnement parce que tu le disais, tu as été vraiment entouré principalement de femmes, voire que de femmes. Comment toi, tu as réussi à te positionner en tant qu'homme? Déjà, peut-être de définir ce que c'est qu'un homme ou ce qu'on attendait de toi dans cette figure masculine et comment c'est venu peut-être te conditionner aussi par rapport à tes relations. Bah, déjà, la réponse en tant qu'homme et qui suis ou autre, elle est encore en gestation. Tu vois, j'ai eu 40 ans l'année dernière et je suis jeune papa d'une manière assez particulière. Euh, la relation avec ma mère a été centrale dans ma vie parce que très fusionnelle, comme il n'y a pas eu de père symboliquement pour couper le cordon ombilical et que moi il m'est arrivé des choses à une époque où normalement on doit quitter la maison qui ont fait que ma mère au contraire m'a sécurisé en me gardant chez elle et m'a couvé et qu'à intervalles réguliers des choses où je partais, il y avait des gros cataclysmes qui faisaient que tu vois ma mère venait me sauver et donc là-dessus je sais pas quelle était la dynamique si c'est moi qui crée des cataclysmes parce que j'arrive. Je pense qu'il y a moi qui crée des cataclysmes parce que j'arrivais pas à couper le cordon. Tu vois, je l'ai vu que récemment. Ça, je l'ai en me regardant vraiment dans mon inconscient. Je me scrute énormément dans mon intériorité et pendant longtemps la question du cordon qui se coupait pas m'a questionné et je rejetais beaucoup la faute sur ma mère. Et à un moment donné, j'ai fait mec, à chaque endroit t'as créé des crises pour qu'elle vienne te récupérer. Mais en même temps, c'était peut-être aussi des crises qui pouvaient permettre de m'en émanciper. Et à chaque fois, la réponse Mhm, était mhm, pour elle comme pour moi, retour chez maman sécurité, tu vois. Donc, ça, euh, ça n'a pas été évident parce que si, pour moi, il y a un endroit où l'autorité était féminine, tu vois, donc dans mon rapport à la femme, euh, ma mère a pas trop écouté mes non, mes besoins, mes envies. Donc, mhm, dans mon rapport à la femme, ça n'a pas toujours été évident non plus là-dessus. Euh, mais en même temps aussi avec l'autorité masculine, parce que le père n'étant pas là, dès que j'avais un patron, dès qu'il y avait une autorité masculine, bah,
tu vas, entre guillemets, ils prenaient mes projections que j'avais pas réglées, tu vois. Donc avec des patrons, ça a été très, 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 très compliqué. Et, mais aussi, je pense que c'est dans mon côté, tu vois, il y a un truc où justement, j'aime l'énergie du cercle et j'aime un peu plus l'égalité, le système pyramidal me gave un peu. Toi, finalement, comment tu te positionnes en tant qu'homme dans cette société qui est très patriarcale et où il y a des tendances extrêmes, puis il y a d'autres tendances qui tentent de réconcilier les deux genres. Bah, il y a deux endroits parce que je vis dans une société patriarcale, mais après, moi, j'ai grandi dans un contexte matriarcal. Mhm, Je suis breton, euh, pour diverses raisons. C'est marrant, tu vois, l'autre coup, j'ai gardé une maison, pareil, d'une famille bretonne, et les femmes devaient tenir le manche parce que des hommes sont morts ou des hommes sont partis à la guerre ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, il y a ce truc-là où on pouvait avoir cette énergie-là. Et moi, dans ce contexte, du coup, tu vois, j'ai l'impression, il y a un endroit où je me sens comme un enfant qui est au milieu d'une guerre de papa et maman et que c'est dans le monde à ciel ouvert, tu vois. Il y a vraiment, moi, j'ai vraiment ce prisme-là, en fait, tu vois, mhm, en fait, la violence n'a pas de sexe, n'a pas de couleur, que tout ce qui est reproché aux hommes, je l'ai vécu de la part des femmes. Donc, il y a un endroit où moi, ça me dit, eh oh, Molo Pipo, vous nous racontez ça et j'ai l'impression qu'on me présente l'arbre qui cache la forêt. Et en même temps aussi, il y a des endroits où j'ai dû me re-questionner parce que j'en parlais hier avec sur un, je sais plus, sur un, oui, avec une amie avec qui j'ai discuté assez tard dans la nuit, justement sur ces notions-là, tu vois. mhm, Et quand j'entends des, euh, des comportements d'hommes, ça me paraît tellement lunaire que j'ai du mal à y croire. Il y a un truc qui me dit non, mais oh, voilà. Et en fait, quand je recontextualise, je suis quand même obligé de me rappeler certains potes que j'ai eus qui étaient en mode puis j'ai eu beaucoup d'amis eux, donc de me rappeler aussi de leurs mecs qui étaient en mode console, travail, bobonne, faire manger, bobonne, fait le ménage, tu vois, et mhm, là tu fais waouh, et moi c'était chaud parce que je me rappelle, j'avais vraiment une amie que je connaissais depuis la maternelle, on s'était perdu de vue, on se retrouve, et je la vois dans ce couple-là et elle se demande, mais est-ce que ce mec-là, je dois le quitter ou est-ce que ce serait pas l'homme de ma vie? Et toi, t'as juste envie de la secouer 2 secondes et dire, attends, regarde, tu vois, tu rentres de boulot, lui, le gars, il est au chômage, il joue à la console, il te calcule à peine, au bout d'une heure, il pose sa manette, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Eh oh! mhm, Tu vois, donc, mhm, ces comportements-là existent. Et en même temps, moi, j'ai vécu beaucoup de violence, beaucoup d'attaques de la part de femmes, tu vois. Et comme mhm, je t'ai dit, j'ai grandi dans des contextes, je traînais dans la rue, j'ai eu beaucoup d'addictions. Même si j'habitais pas dans la rue, je traînais avec des mecs qui étaient voilà, c'était la street. Et un jour, j'ai été témoin d'un meurtre, et ce meurtre-là, bah, c'est une fille qui a tué son ex d'un coup de couteau, et ce gars-là, il venait récupérer ses filles parce que elle nous racontait qu'en fait, son ex-compagnon tapait les enfants, et quand après on a été au tribunal, bah, en fait, c'était l'inverse, et qu'elle s'était déjà fait mhm. retirer un de ses enfants pour mauvais comportement, et ce soir, ce mec-là qu'on a pensé l'agresseur venait juste mettre en sécurité ses filles. Un deux poids deux mesures, effectivement, et on n'en parle pas si souvent que ça, hein. Dans une des discussions qu'on a eues pour préparer Ouais, cet entretien, tu me disais que les violences que les hommes font sur les femmes sont souvent physiques, donc ouais. elles peuvent se voir, pour autant que la femme en parle et les Oui, ouais, montre. ouais. Mais que finalement, les violences que les femmes font sur les hommes sont beaucoup plus psychologiques, insidieuses. Bah, sont moins quantifiables, en tout cas, tu vois, dans le sens, euh, ok, de ce que moi j'ai vécu en violence. Les premières violences vécues, c'est quand je suis arrivé à Topon. Après l'Inde, on allait à Vannes, et après on arrive à Topon. Et à l'école, entre guillemets, en grande section, je me faisais taper, tu vois, à la cour de récré. Et c'était par les gars qui étaient dans ma classe. Et dans ma classe, on était 6, 7 mecs et il y avait une fille, tu vois, dans mon niveau. Après, on était avec d'autres classes, mais dans mon niveau, tu vois, et la problématique était plus là.
Donc là, on est Mhm. sur de l'agression physique. J'ai grandi plus tard et des fois, on a raconté des conneries sur mon compte, tu vois, des choses qui sont allées très loin. Notamment si je reviens sur l'histoire du meurtre, 2 semaines avant en fait cette histoire, la femme qui plante l'ex qui a tué son ex, par jalousie avait raconté des conneries sur moi, tu vois, et moi j'ai failli me faire planter, tu vois, 2 semaines avant, c'est moi qui ai failli être sous le coup de couteau et ça aurait pu être moi, tu vois. Mhm. Ça, voilà, j'ai été papa dans un contexte particulier, tu vois, on m'a caché la grossesse, on m'a caché la naissance, je l'ai appris par hasard. Mhm. Quand je l'ai appris par hasard, je me suis intéressé aux enfants, n'ayant pas eu de père, moi, il était hors de question que je laisse des enfants sans parents. Et en plus, ces enfants n'ont rien demandé, tu vois, ils n'ont pas demandé le contexte, tu vois, c'est Mhm. les histoires de leurs parents, normalement, pour moi, ne doivent pas les concerner, tu vois. Et là-dedans, ça a été très compliqué avec la mère pour faire valoir mes droits. La famille allée au tribunal. Euh, j'ai eu des menaces, j'ai eu des calomnies. Voilà, c'est parti très loin. Et c'est des choses que j'ai eu à intervalles réguliers. On a raconté des conneries sur mon compte qu'on peut aller très loin au niveau même des attaques physiques. Et ça, voilà, sans prévaloir, c'est assez chaud, tu vois. Tu peux aller dire, ouais, Mhm. quelqu'un m'a tapé, voilà, mais après, quelqu'un, là, on commence à en parler avec le cyberharcèlement, mais quand c'est en dehors du harcèlement et quand c'est bien fait, moi, je suis arrivé, tu vois, j'ai été voir une avocate à l'époque, elle m'a dit, en fait, on a le droit de nous insulter. Bon, la loi, voilà, quelqu'un peut Mhm. Ok. t'insulter et te, tu vois, quelqu'un peut vraiment t'insulter. Il faut vraiment que ça rentre dans du harcèlement, dans du long terme, tu vois. Elle m'a dit, non, on a le droit de t'insulter, on peut rien faire. Je suis ok, d'accord. Tu vois, rien que là, tu sens que ta sécurité et la prise en compte de ton intégrité, où est-ce que tu en es au niveau de la loi française. Et Mhm. après, elle m'a aussi dit un truc qui m'a fait sourire, c'est, on peut menacer de mort. Mhm. Ok. On peut menacer de mort 2 fois. Dans ce qu'il y a un droit à l'erreur. La deuxième, par contre, on commence à prendre au sérieux. Par contre, si tu menaces de mort avec un geste menaçant, là, direct, c'est condamnable. Tu vois, on en est là dans la Mhm. société. Mhm. Mhm. Encore faut-il prouver que Voilà, on voilà, tout à t'a l'heure, on est on t'a d'accord. Tu menacé. vois, Ouais. si t'as pas de Mhm. témoin, si t'as rien, la personne, elle peut arriver, faire ta nani, nanana, puis derrière, voilà, tu vois. Mhm. Et c'est chaud. Et moi, c'est ce qui m'a. Mais ça a été intéressant, toi, de traverser le tribunal par rapport à ça. Et toi, dans ta pratique, actuellement, Ouais. tu accompagnes Bah, beaucoup de femmes? en fait, j'ai majoritairement accompagné des femmes sans le vouloir, tu vois. C'est majoritairement les personnes qui sont venues me contacter. Euh, dans les premiers soins que j'ai faits, je me rappelle vraiment une fois où à l'époque j'avais appris une technique qui s'appelait l'Access Bar. Mhm. Et en fait, entre guillemets, on faisait un échange avec une personne, tu vois, sur ce thème-là. Et un jour, je vais chez elle, elle me fait la séance. Puis après, moi, je vais pouvoir lui faire la séance avec cette technique-là. Puis elle me dit, ouais, en fait, je suis pas certain que j'ai envie d'un soin sur cette technique-là. Elle savait que je commençais à apprendre des soins autrement et du coup à développer un truc plus, ouais, enfin, autre en tout cas. Et je suis ok, d'accord. Et en fait, à l'époque, la personne, elle avait un enfant en bas âge, mais vraiment, tu vois, sa fille, je crois que c'était une fille, elle va avoir à peine 1 ou 2 ans. Elle était déjà séparée du père, de l'enfant. Ils avaient une voiture en commun, il y avait une histoire de carte grise, ils n'arrivaient pas à la vendre, tu vois. Et avec le père de l'enfant, comme ils s'étaient séparés, vraiment, c'était compliqué dans la discussion. Ouais, il y a vraiment quelque chose de... Et du coup, je lui dis, ok, d'accord, tu veux travailler sur, enfin, sans que je nomme sur quoi tu veux travailler? Elle dit, ouais, je pense que j'ai besoin d'un soin. Et puis elle me dit, bah, il s'est passé ça dans mon enfance. J'ai reçu des attouchements de la part de son grand-père, il me semble. Tu sais, je suis là, je fais, ok, d'accord, tu vois, j'étais Mhm. pas prêt, tu vois, dès le truc, tu fais, ok. Et je fais, bon, bah, ok, d'accord. Et puis, bah, on part en soin et je lui fais un soin euh, bah, sur ce thème-là. Voilà, et Mhm. ma technique où je guide en visualisation par rapport à ce que je ressens et du coup,
ça vient bouger les énergies, bouger les émotions ou autres, tu vois, ça vient libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et bah quelques temps après, tu vois, à peine, parce on se faisait un rendez-vous peut-être tous les mois ou tous les 2, 3 mois, je sais plus exactement, tu vois. Et après, quand on s'était revu quelques temps après, peut-être 2, 3 mois après, elle avait réussi à revendre la voiture, elle s'était remise avec le père de sa fille, ça se passait bien, la communication était fluide. Mhm. Et j'ai fait, oh, ok. Mhm. C'est peut-être le début de quelque chose. Bah là, je me suis dit ouais, qu'il y avait quand même quelque chose qui était là-dessus, ouais. Mhm. Mhm. Et que ouais aussi. Ouais, en fait aussi, tu vois, pour recontextualiser, en fait, pour moi, ma vie s'est ouverte dans l'énergétique à l'époque où j'ai commencé à changer ma sexualité aussi. Tu vois, Mhm. Mhm. j'y repensais, hein, tu vois, je refais des fois le chemin, j'analyse un peu le truc ou autre, et pendant longtemps, en tant qu'homme, euh, par, je pense, un sentiment de dépendance affective, euh, par un gros peur de l'abandon. J'étais découpé de mon cœur et du coup j'avais découpé mon cœur de la sexualité. Et je m'étais rendu compte à un moment donné que j'aimais des femmes à qui je ne faisais pas l'amour et je faisais l'amour à des femmes que je n'aimais pas. Mhm. Il y avait un petit Mhm. souci dans l'équation. Et un jour, voilà, il y a une personne qui était de qui j'étais proche et on a commencé à se regarder autrement. Puis la personne était en couple. Elle avait le droit d'aller voir ailleurs parce qu'elle avait plus de sexualité avec son compagnon. Et, et à l'époque où on s'est rapproché, euh, moi j'habitais sur Lorient et quelques mois après je devais aller sur Brest pour commencer des études de moniteur éducateur. Et du coup on a vu que ça matchait, que dans la sexualité ça matchait bien. Et on s'est dit ok en fait bah, notre histoire va durer 3, 4 mois donc vivons ce qu'on a à vivre. Mhm. Sauf qu'on on avait je pense un bon attrait pour le drama. Qu'on avait plein de blessures de non réglées et que on a pas mis de barrière au sentiment et du coup en plus on a commencé à faire une sexualité plus euh, entre guillemets énergétique. En fait, un jour en passant chez moi, j'ai lu un bouquin qui s'appelle L'homme multi-orgasmique de Mantak Chia. Elle me dit ah bah tiens c'est marrant j'ai le même pour femme et on me l'a prêté et on a commencé à pratiquer et et ça a été chaud dans ce que ça a noué énergétiquement, à ce que ça a noué émotionnellement. Et en fait, c'était une histoire où on s'est fait énormément de mal, on a eu du mal à se séparer. Et ça a duré plus d'1 an et demi, ces quelques Mhm. mois. Mhm. Il en a découlé une grossesse non désirée et une demande en mariage non rétractée. Tu vois, on a été Mhm. tellement loin dans ce qu'on s'aimait. Mhm. Et du coup, moi, ça a été l'histoire qui a ouvert mon cœur, qui m'a fait redécouvrir ma sexualité autrement et qui m'a fait me sentir plus homme aussi. Mais c'est Mhm. aussi une histoire qui m'a pété en 1000 morceaux quand je suis sorti de là. Et j'avais l'impression qu'intérieurement, je tenais que par du scotch, tu vois, et n'importe quoi me rappelait cette histoire-là, tu vois. Mhm. Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. On est toujours dans Nom d'un clito, c'est Céline et je suis en compagnie de Samuel avec qui on aborde entre autres les sujets de la place de l'homme face à des mouvements qui peuvent être le féminisme ou en tout cas des femmes pas contentes, en colère, qui ont vraiment des griefs envers les hommes. Et puis juste là maintenant, Samuel, tu nous parlais de ton évolution dans ta vie sexuelle. Qu'est-ce qui est venu changer pour toi et probablement dans tes relations hommes-femmes? Et ça me fait rebondir sur ma prochaine question. Que, quel regard, toi, Samuel, tu portes sur l'évolution des rôles genrés, bien Ouais. sûr, que ce soit dans la sexualité ou la vie quotidienne? Bah, je dirais qu'il y a eu une émancipation de la sexualité, d'assumer la sexualité chez les femmes, tu vois, à juste titre. Et il y a un endroit où je sens que moi, en tant qu'homme, c'est pas évident parce qu'il y a un arrière truc en arrière-fond qui traîne on est tous des porcs, on est des bêtes, tu vois.
et qu'un endroit où la femme est là Mhm. pour assumer son plaisir, et un endroit ouais, moi, en tant qu'homme, certains y arrivent. Moi, la sexualité est un thème central parce que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à assumer. C'est des choses sur lesquelles je suis encore en cheminement. Euh, et, et donc, ouais, je sais pas quoi dire exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à ouvrir. Je pense que pour moi, la sexualité est un domaine pour se rencontrer qui est un vaste terrain de jeu. Dans le sens où pour moi, c'est un endroit où, Mhm. tant qu'il y a consentement et qu'on respecte l'intégrité physique, morale, mentale, émotionnelle de la personne, joue à ce que tu veux. Euh, Si tu veux partir sur du SM, si tu veux Mhm. partir sur des choses, c'est toi que ça regarde, tu vois. Donc tu le fais avec. Et même, tu vois, dans ces Mhm. endroits-là où moi je me suis beaucoup interrogé là-dessus, je me rappelle d'une amie qui avait pratiqué le shibari à l'ESM et elle m'a dit, mais le jour où je suis arrivé dans le shibari et que la plupart des gens venaient du SM, j'ai trouvé des gens hyper sains parce que leur sexualité, leur fantasme était assumé et parce Mhm. que la question du consentement était centrale là-dedans, tu vois. Et moi, c'est des choses qui m'ont interrogé aussi parce que dans le sens, tu vois, comment tu emmènes à vouloir explorer une pratique, tu vois, ou comment t'emmènes à sécuriser quelqu'un pour dire, tiens, là, on va explorer quelque chose. Est-ce que toi, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas, tu vois, que ce soit dans le désir, mais que ce soit autre homme ou femme. Moi, il y a des femmes, des fois, elles m'ont dit, tiens, j'explorais bien Mhm. ça. Et moi, j'étais là, je suis en mode, oh, ok, là, ça va pas être évident pour moi, donc, je vais avoir besoin d'être sécurisé là-dessus. Finalement, de ce dont je me souviens, tu m'avais expliqué que tu as vécu, enfin, ton éducation sexuelle, euh, tu l'as faite de manière un peu comme tout le monde, c'est-à-dire en regardant peut-être des films ou en parlant. Ouais, voilà, ouais. Ma mère m'a jamais parlé de sexualité. Le seul conseil sexuel que j'ai eu, c'est quand il y a quelques années que j'ai appris qu'elle était grand-mère d'une manière assez Mhm. particulière. Elle m'a dit qu'il fallait mettre une capote. Merci maman, pour une fois qu'on parle de sexualité et tu le fais, voilà, une fois que c'est fait, cool. Et en plus, moi, je fais partie de cette génération qui est passée du Minitel à Internet. Tu vois, donc je fais partie de la génération où le porno c'est très démocratisé. Au tout départ, quand j'étais jeune, il fallait avoir des magazines, il fallait avoir des mecs qui avaient Canal+. Après, t'as Internet qui est arrivé et Mhm. là, c'était festival, tu vois. Et en plus, tu vois, je recontextualise. Moi, je me rappelle notamment des relations que j'ai eues où moi, dans ma sexualité, au départ, j'étais peut-être plus Mhm. yin, tu vois. Et j'ai vu des meufs qu'on préférait aller être avec des mecs Mhm. beaucoup plus yang, beaucoup plus bestial, tu vois. Toi, t'arrives avec un endroit où tu dis, ouais, j'ai envie de faire l'amour Mhm. et tu sens que non, en fait, faut baiser. Et j'ai pas, ouais, ça m'amène à ma première fois, tu vois. J'ai Mhm. pas fait ma première fois comme j'aurais voulu. J'ai pas fait ma première fois avec mon amour de jeunesse. C'est un de mes grands regrets. Et le jour où je l'ai fait avec une femme, ça a été plus pornographique et il n'y avait pas la connexion que j'aurais voulu avoir, tu vois. Mhm. Et en plus, moi, j'ai vraiment enfin, évolué dans un milieu, je te dis, avec des gens qui se défonçaient ou autres, ça couchait à droite à gauche, les gens faisaient n'importe quoi, se respectaient pas. Euh, les femmes couchaient avec les meilleurs potes de leurs mecs, donc les meilleurs potes de leurs mecs trahissaient leurs potes pour coucher avec. Mhm. C'est un truc qui était pas ouf. Euh, pff, enfin ouais, t'avais des femmes qui étaient, comment dirais-je, on savait qu'elles aimaient la sexualité, qui n'était pas toujours très bien vues aussi dans ce Mhm. contexte-là, qu'assumaient ça. Et t'avais des mecs qui étaient pas sains. Enfin, il y avait tout un contexte qui était vraiment pas sain dans cette sexualité-là, je trouve. Euh, dans l'intégrité de chacun, tu vois, personne se respectait là-dedans. Et du coup, ces gens-là s'entremêlaient, s'entrecroisaient, tu vois, et ça faisait des dynamiques qui étaient des fois un peu tout pourries, tu vois. Et justement, entre ce que tu as pu vivre avant et ce que tu vis Ouais. aujourd'hui, quel est comment tu perçois le rôle de l'homme et de la femme au sein du couple, ou peu importe, hein, mais là on parle de relations hétérosexuelles. Euh, Comment est-ce que tu vois que les relations pourraient être, avec ton expérience du passé,
comment ça pourrait changer aujourd'hui si tant l'homme que la femme euh, allaient sur plus de communication, plus d'ouverture, plus de sincérité, et puis qu'on sortait de vraiment ces clichés de ce qui devrait être, et puis de ce qu'on peut voir, comme tu le disais, dans le porno. Bah, ouais, bah déjà, je pense que moi, ce que je vois à l'époque et quelque chose que je constate aussi chez moi, tu vois, je me mets dedans, euh, ce serait peut-être remettre l'amour au centre Mhm, du débat. Parce qu'à la base, on parle de faire l'amour, tu vois, on parle d'un verbe et d'un verbe qui a une continuité dans un corps, mhm, dans l'action, tu vois, que la base, c'est ça. Et que je trouve qu'il y a trop de déconnexion parce qu'on n'ose pas assez les sentiments. Je me mhm, mets dedans, hein, ouais, j'ai été un bon client et je pense que j'étais bien sur les relations, je savais pas que j'ouvrirais mon cœur, tu vois, parce que bah, par rapport à la relation que je te disais, j'en suis sorti pété et qu'il y avait ces peurs-là, que j'avais déjà ces peurs avant. Donc remettre l'amour au centre de ça, remettre le mhm, jeu, dans le sens on est là pour se faire plaisir et on est là pour tester, mais que c'est pas évident parce que moi j'ai vu avec des partenaires que des fois quand t'énonces tes fantasmes, ça commence à mhm, insécuriser l'autre, mhm, tu vois. Donc je fais waouh, ok, tu vois, donc il y a cet ordre-là. Euh, En tant qu'homme, moi j'aurais envie de parler du plaisir prostatique. Là, il y a un endroit qui est super jouissif, super intéressant, que beaucoup d'hommes ont mhm, peur, euh, parce que ça pourrait remettre en question leur mhm. virilité et peut-être une bisexualité non assumée, tu vois, ça. Et en plus que bah, ça te montre, si vraiment tu fais une activation par toucher, ça te montre ce que c'est que Mhm. d'être pénétré, tu vois. Et psychologiquement, c'est vrai que ça amène autre chose. Les hommes n'ont pas cette habitude-là, tu vois. Et ça met en plus, si c'est pratiqué avec une femme, bah, la femme aussi dans un autre, tu vois, dans une Mhm. autre dynamique. Donc, moi, je trouve ces dynamiques là assez intéressantes, tu vois, de jouer là-dessus. Moi, j'ai eu deux, trois fois avec certaines partenaires où elles prenaient une énergie plus masculine, tu vois, et moi, des fois plus féminine, ou même des fois, j'ai eu l'impression de sentir qu'il y avait deux énergies Mhm. masculines. Donc, ça fait aussi d'autres dynamiques, tu vois. Et je trouvais ça Mhm. très intéressant Ouais. dans ce que ça offre à chacun, dans ce que ça offre de plaisir, dans ce que ça offre de rôle, tu vois. Et que c'est quelque chose de différent de vouloir juste dominer l'autre. C'est pas la même chose que domination, soumission et d'aller dans un truc triangle. Ça allait vraiment quelque chose de plus dans l'essence et de jouer entre bon, en fait, ok, toi tu vas être dans ta dimension masculine, moi dans ma dimension féminine, et on va rejouer à fusionner d'une autre manière dans le jeu et dans le Mhm. plaisir. Et, et du coup, ça nous emmène à un endroit où les mecs qui est pas, enfin moi, du moins qui est pas toujours évident aussi, le fait d'être Mhm. passif. Tu vois. La dimension sexuelle chez l'homme, elle est pas évidente dans le sens où faut qu'on arrive à bander. Mhm. Tu vois, il y a beaucoup d'autres choses, mais je veux dire je rentre dans une relation sexuelle très Oui. hétéronormée. Oui, Je oui, vais rentrer avec ce là-dessus cliché, parce ouais, que je pratique. effectivement. Voilà. Mais un endroit où si tu bandes pas, bah, ça peut Mhm. être compliqué. Et je parle avec une amie qui a une relation avec un gars qui est impuissant et c'est tout un cheminement, tu vois, qu'ils ont ensemble. Euh, donc, si tu veux qu'il y ait pénétration, déjà, l'homme, il faut qu'il Mhm. bande, entre guillemets. Après, bah, faut que l'homme arrive à se retenir suffisamment longtemps pour pouvoir amener du plaisir à sa partenaire. Euh, et que pour lui aussi puisse son plaisir monter. Parce que si t'attends pas assez suffisamment des paliers, tu loupes des orgasmes beaucoup plus profonds et tu peux même louper une capacité multi-orgasmique et même non Mhm. éjaculatoire. Tu vois, tu peux avoir des orgasmes éjaculatoires, mais ça, faut aller contre sa biologie parce que la biologie, elle est là pour jouir en 2 minutes parce qu'il faut Mhm. procréer. Tu vois, il y a tout ce truc-là, tu vois, d'aller donc contre une certaine partie instinctive de toi, animale. Et, et après, en tant qu'homme, bah, faut oser enlever sa carapace, tu vois, de dire, OK, je suis en sécurité.
Donc, ok, attends, là, je peux peut-être me laisser guider par un yin. Donc, comment je suis sécurisé par rapport aux femmes? Comment je suis sécurisé par rapport à cette femme qui est là? Comment je me laisse toucher? Comment émotionnellement ça peut venir me chahuter? Et que, waouh, attends, là, j'étais, Mhm. tu vois? Et, et qui sont pour moi des chemins inverses parce que ce que je remarquais souvent dans les dynamiques hommes-femmes, j'ai remarqué qu'à l'adolescence, les femmes étaient plus dans les émotions, les hommes plus dans leur sexualité, et qu'en grandissant, les femmes allaient plus essayer d'assumer leur sexualité et les mecs plus sur leurs émotions. Ce qui fait qu'on est toujours à des endroits contraires, en fait, quelque part, mais complémentaires, tu Ouais. vois. Et, et donc moi, c'est un cheminement que j'ai vécu dans ma sexualité au départ, ok, comment je rencontre mon bassin, comment je rencontre mon sexe, et puis maintenant, ok, bah, comment je mets mon cœur dedans, parce que c'est ça qui démultiplie tout, en fait. C'est la connexion et c'est l'amour. Si t'as pas ça, bah, c'est comme une branlette et autant faire ça avec Mhm. ta main, tu Ouais. vois. Merci pour l'image, ça. Et tu parlais de cette appréhension ou cette réticence que les hommes peuvent avoir à, tu sais, tu parlais du plaisir Ouais. prostatique, bah, ils aiment pas se faire toucher à cet endroit-là parce que ça amène une dimension tout de suite qui va peut-être eux les faire se Ah re-questionner bah, sur leur sexualité. Donc, ouais. ça remet en question la virilité. Mais j'ai vu aussi un autre angle de vue. Tu vois, je me rappelle, il y a 1 ou 2 ans, j'étais c'était pas un festival, mais c'était une journée avec un grand marché en extérieur, et puis il y avait un endroit où il y avait un peu de musique ou autre. Et je me retrouve, par le biais d'une personne que je connais à une autre table avec une autre femme qui est là et des mecs et eux ils sont pas mal alcoolisés, tu vois, et puis ça la meuf était un peu en mode young, tu vois, et en mode un peu beauf et un peu on parle cul, on parle cru, tu vois, et je trouve et moi je peux avoir aussi cette facette-là, donc j'aime bien. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je commence à parler de plaisir prostatique ou de trucs comme ça, tu vois, d'un petit doigt dans le cul, de manière imagée un peu plus directe. Et je sens que les mecs, ils se crispent, tu vois. Je sens vraiment une Mhm. crispation des gars, tu vois. Je sens limite, ils ont plus envie de me tourner le dos, ils sont là, et tu sens la suspicion, tu sens le truc, quoi. Et ce jour-là, en fait, j'ai pris conscience que si les femmes avaient des mémoires d'abus dans leur bassin de transgénérationnel, les hommes Mhm. aussi. Mhm. Ouais. Et là, j'ai senti, en fait, j'ai pas senti que la peur de la perte de virilité, j'ai senti aussi une peur de, non, là, vas-y, je veux pas me faire Mhm. abuser, tu vois, de cette Mhm. peur-là, tu vois. Et c'est des choses que, ah, bah, je veux livre. Mais c'est des choses que moi, dans ma sexualité, j'ai dû traverser. Tu vois, il y a des fois où, en allant essayer ce plaisir-là, je suis ressorti de là en mode trauma, parce qu'en plus, enfin, mon père a vécu Mhm. ce trauma-là, son père sûrement, tu vois. Donc, dans la lignée, c'est très, Mhm. tu vois. Donc, il y a ça aussi, tu vois. Et c'est des choses autant que des femmes peuvent revivre dans leur sexualité, tu vois, de revivre des traumas, mais c'est des choses aussi dans ce moment-là que des hommes peuvent Mhm. revivre aussi, tu vois. Donc c'est un cheminement là-dessus. Euh, et, et après, ça peut ouvrir la porte à une bisexualité, à une homosexualité, et ça peut remettre en question tant de choses sur l'identité Ouais. qu'on s'est forgée, tu vois. Ouais. Moi, je vais reprendre un contexte familial, tu vois. On voit que je peux parler sexualité parce que je suis rentré dans cette famille-là, mais j'en ai fait une force, tu vois. Mais moi, j'ai entendu l'histoire du frère de mon père qui est décédé depuis, et le mec qui était un dandy, tu vois, vraiment succès avec des femmes et tout, et bel homme et autres, à 50 ans, il s'est découvert Mhm. homosexuel, Ouais. Mhm. tu vois, et on sait jamais, tu vois, mais ça demande, je pense, mais comme t'as des personnes qui sont mariées pendant 20 ans, qui ont des enfants, et qui se séparent et qui se découvrent une homosexualité homme Mhm. comme femme, tu vois, et là, je pense, putain, ça doit être chaud, tu vois, au niveau identité, de dire, en fait, bon, il semblerait que je sois un peu autrement que comme j'ai été jusqu'au bout et que tu dois, entre guillemets, bah, le dire à tes ex, le dire à tes parents s'ils sont encore là, à tes enfants, enfin, tu vois, c'est une remise en question qui doit être chaude, tu vois. Ouais, c'est un vaste sujet en tout cas. Euh, c'est, j'entends que toi, tu as eu pas mal de choses à dépasser, à surpasser pour, bah pour évoluer dans ta vie sexuelle, effectivement. Et
Donc toi, finalement, tu vois que que même au sein du couple, il peut y avoir un couple hétérosexuel, hein, il peut y avoir un changement de rôle, comme quand tu me disais, bah, parfois la femme peut avoir une énergie plus masculine, l'homme une énergie plus féminine, mais ça ne Ouais. remet pas forcément en question leur orientation sexuelle, c'est ça, Samuel? Bah, oui et non, parce que tu vois, dans, dans un couple que j'ai vécu, où justement, à un moment donné, il y a eu une fois où elle avait pris une énergie plus masculine et moi, j'étais plus en mode, non, j'étais aussi en mode masculin. Tu vois, c'était assez marrant, tu vois, de tester ça. Et ce couple-là, en fait, c'était très particulier parce que c'est un couple où j'ai eu des gros problèmes de désir. Tu vois, il y avait vraiment des fois où je crois que c'est une des rares relations où j'ai autant dit non à la sexualité. Mhm. Tu vois, et c'était pas courant chez moi, tu vois. C'était assez particulier. Et en fait, à cet endroit-là, on a aussi exprimé le désir qu'on pouvait avoir pour d'autres personnes, tu vois. Voilà, moi, il y a des moments où c'était chaud à vivre. Et du coup, c'était chaud à vivre de voir que des fois, mon désir était plus orienté vers d'autres personnes que vers ma partenaire, tu vois. Mhm. Mais on n'a pas ouvert le couple, tu vois. On a juste ouvert la liberté d'expression. Et moi, ma partenaire de l'époque, elle, une des personnes pour qui elle a eu du désir, il y a eu notamment une femme, tu vois. Mhm. Donc bon, on est venu un peu réinterroger ça là-dessus. Une relation qui t'a marqué en tout cas. Au total, parce que je me suis retrouvé à un endroit, en fait, moi, je te dis, j'arrive pas à savoir des fois, parce que comme j'ai grandi avec des femmes, est-ce qu'étant imprégné de ça, j'ai vécu ce que beaucoup de femmes ont vécu, mais dans cette relation-là, je me suis retrouvé homme au foyer, en fait. Mhm. Je, Moi, mon activité marchait pas, l'activité de ma compagne de l'époque marchait très bien. Je me suis retrouvé du coup à trouver une place dans le quotidien. J'étais beau papa. Une journée sur deux, j'avais proposé, j'emmenais des enfants à l'école pour qu'elle puisse se reposer, avoir du temps pour elle. Je gérais les cours, je gérais le ménage. Je savais tenir une maison comme je savais pas le faire pour moi, tu vois. Et j'ai même été jusqu'au bout de l'expérience dans le sens où j'ai pas été vraiment reconnu dans ce rôle-là, quoi. Mhm. J'étais en mode, tiens, c'est plus de travail que tu sois chez moi, parce que je vivais quasiment chez elle, même si j'ai gardé mon appart. Et ça m'en ferait moins si t'étais pas là, et en plus, tu rapportes pas d'argent, quoi. Mhm. Mhm. Et puis, elle a changé son fusil d'épaule une fois qu'on s'est séparés. Elle a dit, eh oui, quand même, Mhm. maintenant que t'es plus là, ah bah oui, les machines se font pas toutes seules, les courses non plus. C'est marrant de voir que finalement, ouais, ça peut aussi arriver aux hommes d'être vraiment dans ce rôle d'homme au foyer, puis que bah, ils rencontrent les mêmes difficultés qu'une femme qui est femme au foyer pourrait rencontrer. Puis j'imagine Samuel qui avait peut-être encore de la charge mentale par là-dessus. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Non, charge mentale, ça allait en fait. Tu vois, la notion de charge mentale, j'avoue, je suis un peu tranché des fois dessus parce que ayant grandi avec des femmes, tu vois, je ramène ça aux espaces en famille ou généralement quand on fait Noël, tu vois, quand moi ma famille est très réduite, donc quand on faisait Noël ces dernières années, c'était ma mère et ma sœur. Mhm. Ouais, et il y avait un endroit où elles étaient direct en mode anticipation, ok, comment on fait les courses, qu'est-ce qu'on fait, tiens, on fait ça, tiens, c'est toi qui achètes ça, dans la cuisine, le truc ou autre. Et franchement, moi, il y a un endroit où j'y trouvais pas ma place. Alors, bien sûr qu'il y a une facette où moi, j'étais le petit dernier, j'étais en mode, ça a été très compliqué parce que je voulais rien foutre. Mais il y a aussi un endroit où, en fait, autant j'entends que j'aurais pu faire plus sur certaines choses, et autant il y a un endroit où je voulais pas être contrôlé parce qu'en fait, faire certaines choses était les faire à la manière d'eux. Et moi, si tu me demandes de faire quelque chose, tu me laisses faire à ma manière. Si c'est pour me dire fais comme ça, fais-le. Je Ouais. suis assez cash là-dessus. Tu vois. C'est soit tu me laisses un peu une liberté dedans, soit si je suis juste une machine et si c'est pour faire sous tout contrôle. Et ma mère était assez contrôlante là-dessus, tu vois, dans le milieu de la cuisine. Mais chose qui Mhm. est marrante, j'ai retrouvé dans cette relation-là, où quand j'étais
homme au foyer, la cuisine était un terrain, mais chaud, juste au coupage des oignons, quoi. Tiens, tu Mhm. coupes les oignons? Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok? Si, Laisse-moi faire. coupe-les-toi tes oignons, tu vois. Et c'est là où, tu vois, je l'ai même vu, tu vois, j'ai travaillé, j'étais médiateur social, j'ai travaillé dans un bureau. Et en fait, j'ai appris ce métier-là sur le tas et j'étais en formation à côté. Du coup, j'étais formé par une collègue de boulot. Et pareil, la collègue de boulot, elle m'avait appris à faire les choses et si c'était pas fait à sa manière, c'était pas fait. Enfin, Mhm. vraiment, ce truc rigidité tu vois, jusqu'à un exemple où on vendait des timbres et je sais plus, j'avais recalibré les timbres ou je sais pas quoi. Et elle me dit, oh, tu les as pas fait? Je fais pas, non, il en reste encore un peu. Oh, ouais, mais moi, dès qu'il en reste comme ça, je l'ai fait, donc faut le refaire. Ok. Tu vois, donc c'est là où pour moi la charge mentale, je pense que si on enlève une partie du contrôle, bien sûr qu'il y a des mecs qui foutent rien, je remets pas non plus ça en cause, je viens juste Mhm. apporter une nuance de quel est l'endroit où il y a du contrôle et quel est l'endroit où vraiment le mec il fout rien, tu vois. Mhm. Je, ou d'autres personnes parce que comme j'ai du vécu, moi j'étais homme au foyer, donc tu vois, mais voilà, oui l'endroit où il y a une personne qui et ça aussi je l'ai vu, je le vois, tu vois, sur psychologiquement avec ma mère où ma mère elle prend une place dans l'organisation, dans ça. Et, et jusqu'à dernièrement, tu vois, où elle m'a beaucoup accompagné dans la prise en place de ma paternité, quand je me suis retrouvé un peu face à quelque chose un peu chaud. Et, euh, et en fait, ça fait que, du coup, elle arrive avec une mécanique qui est très lourde sur de la gestion du quotidien, sur des choses, parce que c'est à sa manière, parce que c'est comme elle veut, parce que ça. Et donc, ça prend une place, et ça prend une lourdeur. Et en plus, après, si tu remets quelque chose en question, oh, mais t'as vu tout ce que j'ai fait? Mhm. Et ouais, mais là, tu prends une place qu'en fait, t'as choisi de prendre, tu vois. Viens pas non plus après tu vois. Et c'est des choses que j'ai même vécues en colocation. Mhm. En colocation, il y a un moment donné, à l'époque où en fait, tu vois, on va reprendre des notions d'eux, mais moi et mon coloc, et c'est un mec, hein, tu vois, on n'avait pas la même notion de propreté de ménage et pas les mêmes activités là-dessus. Et le mec, il était tout le temps là-dessus. Puis au départ, bah, ça lui prenait pas la tête. Puis un jour, il me l'a remis dans les dents. Tu vois, mais en Mhm. même temps, toi, t'as une pause d'1h30 le midi, t'arrives, t'as juste 1h30 pour manger, pour te poser de ton boulot, t'es encore en mode speed, tu fais une machine à laver, tu nettoies ça, tu nettoies ça. Moi, je le fais pas dans ce temps-là, je le fais pas à ce tempo-là, tu vois. Mhm. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, bah, vu que je le fais pas à ton tempo et comment t'aimerais que c'est fait, bah, tu vois, je peux Mhm. pas avoir la place de le faire non plus. Ou sinon, il faut que je rentre dans une bataille et au moment où toi tu le fais, comme moi je vais culpabiliser de pas le faire, bah, je vais le faire, sauf que c'est pas mon tempo, c'est pas mon moment. Et là après, je vais créer du ressentiment, tu vois, si ça va être un truc qui est pas juste non plus. Mhm. Donc c'est des choses qui en discutent. Et après, c'est aussi regarder la réalité soit tu veux rentrer dans un bet 50-50, soit tu regardes ce que tu aimes bien faire là où c'est simple pour toi, ce que la personne elle aime bien faire, ce que c'est simple pour elle, et puis après, bah, comment on équilibre ça. Ouais. Il y a tu Mhm. vois, moi, ma sœur, je sais plus, elle me parlait d'un truc, elle aime pas faire la vaisselle, je crois, elle adore faire à manger, bah, quand elle était avec son mec, lui il faisait la vaisselle, ça ne dérangeait pas, et puis c'est elle qui faisait les petits plats, tu vois. Mhm. C'est très basique. Après, ça Ouais. demande à ce que chacun discute, que chacun soit honnête, et qu'on regarde, tu vois. Bien sûr, ouais, la communication, c'est vraiment au La centre, base. effectivement. Ouais. Et bah, ça me fait aller vers ma dernière question, Samuel. Ouais. Toi, en tant qu'homme et papa, est-ce qu'il y a des évolutions dans les relations hommes-femmes que tu aimerais voir changer ou peut-être qui t'inquiètent pour les générations futures? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ton point de vue, Samuel? Bah, déjà, mon point de vue, il est le papa de 2 filles, Mhm. tu vois, ouais, voilà, je me suis pris récemment à avoir des craintes sur ce qu'elle pourrait vivre, tu vois. Mhm. Et en même temps, elle me dit, ah, vas-y, projette pas le truc. Et voilà, mais déjà, tu vois, il y a ce truc-là. Moi, ce qui m'inquiète à l'heure actuelle, c'est la montée des extrêmes. Parce que je voyais passer des articles récemment qui expliquaient que chez les jeunes, notamment, il y a une montée du féminisme, mais qu'en face, ça fait une montée du masculinisme. Mhm. Et on voit bien déjà en politique ce que fait une montée des extrêmes, tu vois. Pour moi, qu'on soit extrême gauche ou extrême droite, on est juste d'un côté de la pièce ou de l'autre, mais on reste dans un manque de nuances Mhm. et on rentre dans une guerre, tu vois, quelque part.
Et ça, moi, ça m'inquiète dans les relations hommes-femmes parce que je vois beaucoup d'hommes qui, tu vois, j'ai l'exemple d'un ami qui avait écrit un texte sur Internet et qu'en avait marre dans ses relations avec les femmes de se prendre une guerre, d'avoir l'impression de payer pour quelque chose qu'il avait jamais fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que déjà, bah, moi, dans mon contexte familial, je comprends et que dans mon contexte relationnel, j'ai pu comprendre aussi, tu vois, Mhm. mais que homme ou femme, je pense que on arrive avec le fardeau de nos ex et que pareil en tant que femme, quand dans une relation toujours hétérosexuelle, Mhm. je parle que de ce que je connais, tu vois. Euh, Mhm. bah dans ce sens-là, pareil, tu vois, on va avoir des a priori nous en tant qu'hommes, enfin des peut-être des trucs par rapport à nos ex et d'un côté ou d'autre il y a ça, tu vois. Donc il y a cet endroit-là que je viens questionner. Il y a Mais la guerre, moi, fait vraiment peur parce que j'en vois vraiment une se dessiner à des endroits et qu'à un moment donné, c'est chaud, notamment sur les dénonciations, tu vois, masculines, dans le sens où je pense qu'il était important que la parole s'ouvre au niveau des dénonciations d'abus ou autres, Mhm. mais je pense qu'à un moment donné, il est important de mettre de la nuance aussi et qu'à un endroit, quand certaines féministes disent dès qu'on entend de l'abus, je vous crois. euh, Moi, j'aimerais Mhm. bien qu'ils viennent réinterroger les faits, parce que sinon maintenant c'est hyper facile de détruire un mec. Mhm. Et moi qui, tu vois, qui traîne aussi un peu dans le milieu des perso spirituel, je parle avec des gars, et il y a des prises de position, tu vois, on dit souvent, mais l'homme, pourquoi il parle pas, tanani, nanana. Il y a des hommes sur le sujet, ils ont pas envie de parler parce que clairement ça va remettre trop de choses en question au niveau de certaines féministes et ils ont pas envie de se prendre cette bataille sur Internet. Mhm. Ouais. Euh, c'est Et moi à ce endroit-là je trouve qu'on manque énormément de nuances, tu vois. Moi je suis père de filles, donc dans tout mon rapport avec elles je sais que je vais être l'empreinte dénominatrice de leur rapport aux hommes, Mhm. tu vois. Il y a ça, donc tu fais waouh, ok, d'accord, comment je deal avec ça, mais qu'en même temps bah il y a l'héritage de leur mère, euh, Mhm. et et que son rapport à l'homme est pas évident, tu vois. Donc moi je vais devoir me dire ok, bah faut que j'ai à cœur que mes filles soient pacifiées envers l'homme, tu vois. Mhm. Qu'elles qu'elles- qu'elles soient au clair avec qui elles sont, ce qu'elles veulent, de leur donner en fait une image du masculin suffisamment saine pour qu'elles aient ce référentiel-là, tu vois, et leur donner les clés pour qu'elles soient au clair avec leur intégrité émotionnelle, physique, tu vois, et Mhm. mentale, psychologique, pour qu'elles aient pas à pâtir de mauvaises rencontres. Ouais. Euh, euh, Autant chez les hommes que chez les femmes, tu vois. Je sais pas quelles sont leurs orientations non plus, tu Mhm. vois. Mais si je pars sur des relations hétéros, du coup, je pars sur ce truc-là. Mais même sur des relations, si elles sont homosexuelles, leur donner un bon référentiel de départ aussi, tu vois. Mhm. Mais du coup, plus tourner sur un large. Mais c'est vrai qu'en même temps, non, même de toute façon, même sans ça, leur donner ce référentiel-là sur l'humain en général, déjà. Ouais, bien sûr. Mhm. pour parce que déjà dans un cadre du salariat, ça peut être très important. Mhm. Euh, on est dans toute dynamique amicale, amoureuse ou autre, c'est très important, tu vois. Mais il y a quand même cet enjeu-là de ça. Il y a l'enjeu de bah je sais dans quelle adolescence j'ai eu, dans quel milieu j'ai été et putain je leur souhaite pas de découvrir la sexualité là-dedans. Mhm. J'ai été surveillant d'internat et j'ai été outré. Et pourtant, il en faut pour me choquer, tu vois. Mais j'étais outré par des choses que j'ai entendues, tu vois, dans la Mhm. sexualité, dans des choses, et dans de la bouche de femme, enfin de filles, tu vois. Mhm. C'était chaud, tu vois, de voir à quel point, ok, en fait, ce qui est dommage à un endroit, c'est que dans l'émancipation sexuelle de la femme, il y a eu un endroit où elles ont pris les mauvais codes je vais être chaud dans le terme, mais ce qui venait, c'était des charros, tu vois, les mauvais codes des machos, quoi. Mhm. Il y a un endroit, moi j'aime bien ce terme qui dit si la femme veut être l'égale de l'homme, elle manque cruellement d'ambition. Mhm.
prenez une direction qui vous est propre et émancipez-vous de ça. Et nous, on prend une direction qui va nous être propre parce que on a deux biologies différentes, deux hormones, deux cycles hormonaux différents qui nous amènent à avoir des psychologies aussi différentes. Tu vois, même si on parle de déconstruction, il y a quand même des hormones qui sont là pour les hommes comme pour les femmes et qui font qu'on ait des caractères plus ou moins autres. Tu vois. Mm. En plus, nos fonctions, je prends pour des bases hétéronormées, tu vois, mais nos fonctions biologiques sont pas les mêmes. Mhm. Tu vois, et ça, je trouve qu'on oublie des fois de le remettre aussi dedans, mais même dans la séduction, tu vois. Enfin, là, je tombais sur une vidéo l'autre soir, non, même c'était hier soir, tu vois, où tu voyais une youtubeuse qui disait, en fait, moi, mon désir, ça va, mais il y a un moment dans moi, quand je suis en pleine ovulation, je suis en mode waouh, tu vois. Et du coup, t'es là, tu fais ouais, ok. Et la meuf, elle t'explique, elle dit, bah, elle, ce qu'elle a entendu, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Elle dit, bah, à ce qui paraît, ce serait ce que les mecs vivent en permanence. Et ben, je n'aurais pas vu ça, tu vois. Et je trouve ça super intéressant, du coup, qu'elle soit venue interroger le désir de l'homme, tu vois, qui est Mhm. aussi foncièrement différent. Mhm. Les cycles hormonaux sont pas du tout les mêmes. Ouais. On a des pics de testostérone plusieurs fois dans la journée. On est sur un cycle plus solaire avec donc lié aux différents mois, différentes saisons, où vous avez sur un cycle plus lunaire, tu vois, et qui est différents cycles dans le même mois. Ouais. Et même Ouais. ça, tu vois, pour moi, ça apporte et je l'ai vu aussi dans mes relations amoureuses, tu vois. Je me rappelle d'une époque, ça va peut-être faire cliché, ça va faire un peu chelou de dire ça, mais j'avais une relation où dans les discussions qu'on avait, j'arrivais à dire à ma copine, là, je pense que tes lunes sont en train d'arriver. Et elle vérifiait, j'avais souvent raison. Ça l'énervait, tu vois, il y avait un truc, et je le disais pas méchamment, je disais juste Mhm. que là, dans le contexte que l'émotion est en train de prendre et dans comment ouais, c'est en train de partir, et dans un feeling, je fais, là, je crois que, et c'était pas dit méchamment, tu vois, c'est aussi Mhm. pour expliquer que, tu vois, là, pareil, avec une personne avec qui je suis en lien, là, hier, on a eu une discussion assez forte et il y a des choses qu'elle a vécues, mais elle me disait, ouais, mais en même temps, là, je sors de mes lunes, je sens que je suis en ovulation. Avec toi, il y a un désir de paternité avec toi qui est fort, donc ça vient la chercher aussi là-dessus, tu vois. Mhm. Je trouve que c'est important aussi de remettre ça, tu vois, là-dedans. Moi, je l'ai vu aussi dans d'autres relations où je voyais bien, tu vois, dans la relation où j'étais homme au foyer, que j'étais beau papa, il y a des moments où si on s'était laissé emporter, juste par la biologie, on aurait fait un enfant. Alors Mhm. que, en fait, justement, j'ai une des raisons qui fait que j'ai quitté cette relation, c'est que moi, je voulais être papa et elle voulait pas retourner dans les couches culottes, des choses que je comprenais totalement. Tu m'étonnes, Mhm. quand tu as des enfants qui ont entre 13 et 15 ans, tu vas pas retourner 15 ans en arrière, pas faire les nuits, t'es plus dans ce Je truc. confirme. Ah, mais je comprends totalement, du coup, tu vois, mais en même temps, même en se disant cela, il y avait des fois où si je l'écoutais, viens, on fait un enfant, tu vois. Alors Mhm. Ouais. pourtant, tu vois, et il y a des choses là aussi qui sont pas, et qui des fois sont pas évidentes dans les relations amoureuses, tu vois, de voir entre cette biologie et ce truc un peu non, comment dirais-je, ce truc qu'on n'arrive pas à définir et qui fait, ouais, putain, j'ai une envie de paternité ou de maternité, et Mhm. que quand tu regardes les trucs sur le papier, la situation, elle est toute pourrie, et c'est pas comme ça que ça doit se faire, et Mhm. peut-être même pas avec cette personne-là, tu vois. Ouais. Et c'est ça aussi que ça vient interroger dans les contextes hommes-femmes. Et ouais, moi, ouais, je pense qu'il y a quand même une ouverture de parole déjà avec ton podcast, avec plein de podcasts au niveau du désir, au niveau de ça qui sont là. Après, je trouve que des fois, ça manque d'une vision masculine et hétéro, tu vois, parce que dans certains cas du féminisme, on charge beaucoup l'homme blanc cisgenre hétéro. Mhm. Et, et en plus, moi, franchement, cette dénomination, j'arrive pas à la comprendre parce que pour moi, elle est sexiste et raciste. Mhm. Tu Mhm. dénomines quelqu'un par sa sexualité et par son truc, et en plus, tu dénonces que cette personne le fait. Il y a Mhm. un endroit où moi, ça me fait une dissonance cognitive, tu vois. Si tu vois, si à un moment donné, on peut pas dire on est juste des êtres humains et que autant homme que femme, c'est pas évident.
autant bi que autre, c'est pas évident. Si tu rajoutes après la transsexualité, c'est pas évident. Et en fait, Mhm. qu'on en chie tous, on aurait peut-être un endroit où on serait plus rassemblés que divisés. Carrément. Mais c'est super intéressant, la manière dont tu l'amènes. J'ai vraiment beaucoup aimé entendre ta vision de la chose par rapport à toi, si je reprends rapidement, petit, entouré et éduqué par des femmes, et puis qu'après, tu as fait ton chemin, tu as trouvé ta place, en tout cas en partie, que tu es quand même encore en chemin sur certains points, mais que ça t'a permis énormément d'évoluer et puis de passer plein d'étapes. Euh, et, et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette d'avoir ton point de vue d'homme aussi, par rapport à ce que tu peux voir dans ta position d'homme, être papa sur les femmes. Donc vraiment, vraiment beaucoup, merci beaucoup pour ça, Samuel. C'était vraiment un bel échange. Avec grand, grand plaisir. Et puis, bah voilà, l'épisode touche à sa fin. Si le partage de Samuel a résonné pour toi et que toi aussi tu veux t'exprimer, eh ben, contacte-moi grâce au lien qui se trouve dans le descriptif de cet épisode. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!